Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier où on autofoque les autofocus, où on les règle, on les fixe. C'est la seule émission de YouTube réalisée sans montage et sans trucage, en une seule prise, ou presque, en direct mais en différé, c'est-à-dire quand vous la regarderez. Et on va parler de l'inflation. Vous avez vu l'inflation, là, 9,64%, le vrai taux d'inflation 2021 que l'on vous cache. Et je vais vous parler du big. Le big. Vous savez, ça veut dire gros en anglais. Mais ça a une autre signification aussi, big. Une petite signification assez rigolote que je m'en vais partager avec vous. Cette semaine, avec humour, 9,64%. C'est le vrai taux d'inflation calculé par mes poules, mes chats et moi-même de mon grenier normand. Et les amis, je m'en vais vous expliquer tout ça dans ce JT de l'écho de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. On va parler big, je vous disais le big. C'est ma dernière trouvaille, le baromètre d'inflation du grenier. Et oui, l'INSEE a ses indicateurs, nous avons le big, le baromètre d'inflation du grenier. Ma femme dit le big, c'est pas que ton inflation, mon chéri, c'est toi aussi parce que tu as pris du ventre. C'est ma femme, elle m'aime beaucoup. Bon, alors, regardez, à propos d'inflation, l'INSEE, source officielle s'il en est, notre Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, en décembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,2 sur un mois, le mois de décembre, et de 2,8 sur un an. Donc inflation officielle 2021, 2,8%. Voilà, alors évidemment, l'inflation, c'est comme la météo et les températures, il y a la température réelle et puis il y a la température ressentie, sauf que bon, quand votre thermomètre vous dit il fait 0 degré, vous savez, vous allez quand même vous cailler en ressenti ou en réel, vous savez que vous allez avoir froid. Quand l'INSEE vous dit 2,8%, vous êtes censé ne pas remarquer l'augmentation des prix, mais pourtant vous en remarquez une. Et donc il y a bien une dissonance là, cognitive réelle entre ce qu'indique l'indicateur et le thermomètre qui mesure l'inflation, qui est ici, et le baromètre de l'INSEE, et puis la réalité. Alors on va essayer d'objectiver ça, et vous allez voir qu'en fait, on ne va rien objectiver du tout, puisqu'en réalité, il n'y a rien de plus subjectif qu'un calcul du taux d'inflation. Tout dépend de ce que vous allez mesurer. Et ça, on va le regarder ensemble. Alors pour ceux qui suivent le site Insolentiae, la semaine dernière, ou je ne sais plus trop quand, j'ai fait un appel à témoins en demandant à tout le monde si vous recevez des courriers, notamment dans le cadre de votre boulot, de votre profession, vous recevez des courriers d'augmentation tarifaire ou ce genre de choses, ça arrive à peu près tous les jours, eh bien merci de me les faire passer. Si vous voulez que ce ne soit pas reproduit et que ça reste anonyme, vous mettez confidentiel, comme ça je n'en ferai pas état si ce n'est du chiffre, mais en anonymisant complètement les choses bien évidemment. Donc vous m'envoyez à charles@insolentiae.com, charles@insolentiae.com ou hélène@insolentiae.com. Vous nous envoyez ces courriers, voilà. Alors on a des taux d'inflation qui sont absolument ahurissants. Par exemple, sur la papeterie, ça va être en moyenne, on est à 18,67%. Sur les ingrédients alimentaires, on est plutôt à 6,35%. Sur des produits chimiques industriels, on est à 75% de hausse attendue. Sur l'électricité, en fonction, on a une hétérogénéité ahurissante en fonction de votre contrat, de votre fournisseur d'électricité, de ce qu'il avait lui-même négocié, pas négocié, etc. On a des situations complètement ahurissantes qui vont de plus 30% à plus 101,83%. Les emballages, on est à 30%. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les matériaux de chantier, alors là en fonction de ce que c'est, mais on a des variations entre 7 et 10% minimum. Les matières premières agricoles, 25%. Le transport alimentaire, presque 12%. Enfin voilà, on a des hausses absolument considérables qui sont annoncées par les fournisseurs à leurs clients. Et donc c'est très intéressant, évidemment, de voir ça. Tiens, la distribution de courrier, la poste, plus 4%. Donc voilà, on a réellement une inflation, mais c'était ce que je pouvais dire dans des conversations, mais vous
pas parce que vous avez 90% d'augmentation sur vos planches d'OSB matériel de construction, ça va toucher évidemment les artisans, ça va vous toucher en tant que client si vous avez besoin de refaire un plancher OSB ou un bardage en OSB chez vous. Mais vous ne consommez pas de la planche OSB quotidiennement et 98 ou 99% des Français n'achèteront pas de panneau OSB dans l'année. Contrairement à un paquet de pâtes, contrairement à un litre d'essence ou contrairement au fait de payer leur loyer. Donc vous voyez bien que l'inflation, en fonction de l'item que vous évoquez, ne va pas vous toucher de la même manière. 100% d'inflation sur une plaque de placo-palâtre BA13, spéciale anti-feu pour mettre derrière un poêle à bois, ça n'a pas du tout le même poids inflationniste dans le panier de la ménagère que l'augmentation du prix des pâtes ou évidemment celui du prix de l'essence ou de l'électricité et du gaz que l'on consomme quotidiennement. Alors, ça m'amène à cette réflexion. Donc déjà, il y a deux bigs, donc baromètre de l'inflation du grenier. On va faire le big des villes et le big des champs. Parce qu'en fonction du fait que vous habitiez en ville et dans une grande agglomération ou que vous habitiez en campagne, dans des petites villes de la ruralité comme c'est mon cas, il est évident que la typologie de vos dépenses n'a rien à voir. C'est là-dedans d'ailleurs que vous allez retrouver les explications du phénomène gilet jaune qui reste de toute manière éminemment là et totalement latent et vous allez voir pourquoi. Et en réalité, en fait, on ne devrait pas faire 2 bigs mais 4 bigs. Alors vous savez que je milite pour qu'on ait beaucoup plus de taux d'intérêt qu'un seul taux d'intérêt directeur qui est un peu prendre un bazooka pour essayer d'écraser un moustique. Donc quand vous augmentez le taux d'intérêt, vous l'augmentez pour toute l'économie. Alors ça, vous pouviez le comprendre quand on était en 1900, 1920, qu'on n'avait pas d'ordinateur, qu'on n'avait pas d'informatique, qu'on ne pouvait pas individualiser les taux, etc. etc. Aujourd'hui, on est complètement capable de flécher un certain nombre de choses grâce à l'informatique, donc on est en mesure évidemment d'individualiser les taux et de mettre un taux d'intérêt très différent entre l'achat d'une voiture électrique à crédit, l'achat d'une voiture thermique à crédit, l'achat d'une maison neuve, l'achat d'une maison ancienne, l'investissement d'une PME, etc., etc. Donc on pourrait individualiser les taux d'intérêt en fonction de ce à quoi la somme empruntée va servir. Et on pourrait dire on a besoin par exemple plutôt de favoriser l'investissement dans les PME pour favoriser l'emploi. Donc là, le taux d'intérêt il est fixé à 0,5%. Par contre, on n'a pas besoin de favoriser spécialement la consommation à crédit. Et donc, on considère que si vous avez besoin d'acheter, moi je sais pas, la dernière télé écran plat Samsung machin truc, ou un truc comme ça, ou bidule, eh bien vous n'êtes pas, si vous l'achetez à crédit, il n'y a pas de problème, mais ça sera plutôt à 7% par exemple. D'accord ? Parce que ce n'est pas un achat de première nécessité, on peut s'en passer, vous avez... Bon, bref. Vous voyez, donc on pourrait, après ça se discute, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais on pourrait individualiser les taux d'intérêt. Le taux d'inflation générale, il n'a plus strictement aucun intérêt en fait. Et il n'a aucun intérêt en termes d'analyse économique, d'analyse comportementale et évidemment d'analyse politique. Taux d'inflation aujourd'hui à 2,8% de l'INSEE, c'est une escroquerie intellectuelle. Et non seulement c'est une escroquerie intellectuelle, mais en plus, c'est une escroquerie pour les politiques et pour nos dirigeants qui sont en aucun cas, avec un chiffre et une mesure comme ça, capables de prendre quelques décisions que ce soit. Donc il devrait, à mon sens, y avoir, et c'est comme ça que je le travaillerai petit à petit à l'avenir, mais 4 baromètres de l'inflation, 4 indicateurs, 4 bigs, le big des villes, le big des champs, le big des riches, le big des pauvres. Et donc le big du riche à la ville, c'est pas la même chose en termes d'inflation que le big du pauvre à la ville et également à la campagne, la même chose. Pourquoi ? Parce que votre typologie de dépenses, votre typologie de revenus, votre capacité d'épargne dans un cas ou votre non-capacité d'épargne dans l'autre, la part que représente le logement quand vous gagnez 15 000 euros par mois et la part que représente le logement quand vous gagnez 1 350 euros net par mois, c'est évidemment pas du tout la même. Et donc, vous avez une sensibilité à l'inflation qui n'a rien à voir entre le Gus qui gagne 1 350 et le Gus qui gagne 13 500 euros, évidemment, et qui va gagner 10 fois plus ou 10 fois le SMIC. Donc, vous ne pouvez pas calculer un taux d'inflation comme ça pour tout le monde, ça n'a pas de sens et ça n'a pas de sens en termes d'analyse politique et d'analyse économique. Et si vous voulez mener de bonnes politiques économiques destinées aux bonnes personnes avec les bons moyens, les bons outils,
avec la bonne compréhension, il vous faut la bonne mesure. Et si vous n'avez pas une bonne mesure de la réalité, vous n'êtes pas capable évidemment d'avoir la bonne action corrective politique. Voilà pour ma petite seconde politique un peu agacée, mais voilà, je pense que c'est important d'essayer de changer un petit peu et de faire évoluer la manière dont se calculent les choses. Alors, le budget de Big Campagnard Gilets jaunes. Alors, j'ai pris, donc c'est arbitraire en fait. Vous allez voir, le calcul de l'inflation, c'est arbitraire. Vous faites des choix. Il n'y a rien de plus subjectif qu'un calcul de l'inflation. Donc vous direz dans les commentaires et vous pourrez débattre. Charles il a raison, Charles il a tort, moi j'aurais mis plus de ci, moi j'aurais mis moins de ça. Je pense qu'il ne devrait pas mettre autant comme ci, il devrait mettre moins comme ça, plus ici, moins là. Vous avez tous raison en fait. Tous, et je vous le dis très sincèrement. En tout cas, votre postulat, s'il s'inscrit dans une cohérence, il est largement aussi légitime que le mien. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, moi j'ai pris 700 € de loyer. Alors il y en aura toujours qui disent non, mais moi dans mon coin de la ruralité, c'est pas 700, c'est 500. Oui, ok, mais j'ai pas pris un taudis, j'ai pris un truc qui est plutôt bien isolé, relativement bien aux normes, qui est pas classé G, mais qui est pas classé A, mais qui va plutôt être classé entre D et E. Voilà, allez, entre même B et E. Voilà, bon. Donc, vous voyez, je ne prends pas un logement mauvais, je prends un logement qui a même un peu de place, etc. Donc, je prends monsieur et madame, et monsieur et madame ont 2 enfants. Voilà, donc c'est un couple, comme j'en ai plein autour de chez moi, tous les deux payés au SMIC, monsieur et madame, qui travaillent tous les deux à temps plein, 1 350 € net par mois. Globalement, ça nous fait des revenus de 2 700 € par mois, un loyer de 700, des frais de carburant de 250, donc 60 km par jour, chacun faisant à peu près 30 km pour y aller, 30 km pour revenir, à 1,60 € le litre pour 6 litres au 100. Ça nous donne à peu près 240 € de frais de carburant. Puis comme c'est pas tout à fait 1,60 €, mais 1,62 €, 1,63 €, 1,59 €, bon, allez, on a arrondi à 250. Vous voyez, c'est arbitraire. Mais globalement, dans l'épaisseur du trait, c'est à peu près le budget. Les frais de cantine à 200 € par mois, on est sur 5 € par repas par midi. Alors, vous allez me dire, mais moi je peux faire moins parce que si je me prépare ma gamelle, je mange pour 2,50 € ou 3,20 € très exactement. Enfin, ça dépend si je prends mon yaourt ou pas mon yaourt. D'accord, c'est vrai. Et donc, vous voyez, un budget, quand on raisonne économie, eh bien, c'est arbitraire. Et un calcul d'inflation, c'est arbitraire aussi. Et donc, on continue comme ça avec des frais d'énergie, chauffage, EDF. Et dans les frais d'énergie, je rajoute l'eau. Bon, voilà, pareil, il faut bien la mettre quelque part. On va éviter d'avoir des centaines de lignes, 200 € par mois, les abonnements télé, téléphone, TV, internet, etc. En gros, 100 € par mois pour une famille. On peut faire évidemment beaucoup plus, on peut faire évidemment beaucoup moins si on n'a aucun abonnement télé et qu'on n'a pas de téléphone portable et qu'on imprime son pass sanitaire et vaccinal sur papier. L'alimentation, je prends 150 € par semaine pour une famille de 4. Vous allez me dire, je peux faire moins. D'autres diront, c'est impossible de faire 4 et de bien manger pour 150 €. Voilà, ce sont des moyennes. Moi, j'arrive à faire manger pour 5 à 150 € par semaine, si je veux. Voilà. Puis si je veux dépasser les 150 € par semaine, je peux faire beaucoup plus, évidemment, que 150 € par semaine pour 5. Achat véhicule, réparation, assurance, etc. 600 € par mois pour le couple, pour deux. Les deux travaillent, monsieur et madame, ça veut dire 2 véhicules, ça veut dire que régulièrement, il faut remplacer le véhicule, alors que vous soyez en location ou que vous soyez à l'achat. Et ben, si vous mettez l'entretien, si vous mettez les réparations, si vous mettez les assurances, changement de pneus, de consommables et tout ce que vous voulez, en gros 300 € par mois et par véhicule, ce qui fait 600 € pour le couple. Et donc quand vous avez fait 2700 moins toutes ces dépenses-là, vous n'êtes pas sorti au restaurant, vous n'êtes pas allé au cinéma, vous n'êtes pas parti en vacances, vous n'avez globalement rien fait, vous n'êtes même pas habillé, vous n'avez pas fait les soldes, vous n'êtes pas allé chez le coiffeur, et il vous reste 50 € à la fin du mois. Et quand on vous dit que l'écrasante majorité des Français sont à 50 € près, eh ben vous avez à peu près l'explication là, même si encore une fois, vous allez discuter des chiffres et surtout discuter des chiffres. Parce que s'il y a bien quelque chose dont on doit pouvoir discuter, c'est évidemment les chiffres, puisque vous comprenez bien que les chiffres,
c'est aussi subjectif. Il ne faut pas croire que les chiffres sont objectifs. Les chiffres sont aussi subjectifs parce qu'il y a des bases de calcul, parce qu'on les choisit, parce qu'on choisit quel chiffre plutôt que quel autre, quelle référence plutôt que quel autre, quel point de départ plutôt que quel autre, etc., etc. Donc, tout est subjectif. Donc, évidemment, discuter des chiffres. Alors, le Big 2021 de notre campagnard. Donc, une fois qu'on a défini les dépenses comme ça par budget, d'accord? Bon, on met ça dans 3-4 grandes catégories. Donc l'énergie, l'alimentation, le logement, le véhicule. Et vous vous rendez compte que le campagnard, eh bien, la part du budget véhicule, ça va être 27%. L'énergie, 16%. Alors vous savez, dans l'énergie, je vais mettre le gaz, l'électricité, mais aussi le carburant. En fait, on se rend compte qu'en réalité, même si le prix du carburant augmente, et même s'il doublait, eh bien, la part du véhicule resterait quand même supérieure. Regardez, souvenez-vous, on est à 250 € de frais de carburant par mois pour notre famille, pour papa et maman qui sont tous les deux véhiculés, qui font 60 km par jour pour aller travailler. Et donc, même si on double le carburant, qu'on passe de 1,60 € le litre à 3,20 € le litre, ça ferait 500 € contre 600 € par mois pour l'achat de véhicules, les réparations, l'assurance, etc. Donc, le carburant, c'est évidemment un point important et un marqueur important dans le ménage, dans la dépense des ménages et donc dans le BIG, le baromètre d'inflation du grenier de notre campagnard, mais l'achat du véhicule en réalité est quand même plus important. Et c'est là où aussi on vit chacun son inflation de manière subjective et où là par contre on peut remettre un petit peu d'objectivité en disant attention, l'achat du véhicule ou le fait de se procurer un véhicule est aussi compliqué aujourd'hui pour notre campagnard, encore plus compliqué pour notre campagnard aujourd'hui que ça l'était hier, et ça va poser, vous allez le voir, d'encore plus gros problèmes dans les semaines et mois qui viennent. Pourquoi? Parce que on a 25% d'inflation du prix des voitures d'occasion. C'est absolument considérable. Alors, l'ami Urcha, vous racontez n'importe quoi, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, et ensuite je vous montrerai ce que ça veut dire. Et donc, si on rapporte l'augmentation de 25% des prix des véhicules d'occasion au fait qu'ils représentent 27% de la dépense de notre foyer et de notre ménage, ça veut dire une inflation de 6,75% pour cette partie-là. Et donc après, quand on additionne l'inflation à laquelle notre petit campagnard ménage de la campagne est soumise, eh bien on va arriver à 9,64%. Vous vous rendez compte que sur le logement, c'est relativement faible. Et l'indice, pour l'instant, l'indice de référence des loyers, l'IRL, évolue doucement, mais il va accélérer sur 2022. Et donc, vous voyez qu'en gros, là, la répartition que vous avez ici, eh bien, en fonction du poids relatif de chacun de vos budgets, eh bien, vous allez avoir une inflation qui est très différente. Et je me focalise exprès sur cette ligne véhicule parce qu'évidemment, notre BIG des villes, d'accord, par rapport au BIG des champs, le BIG du citadin par rapport au BIG du campagnard, eh bien lui, il n'a pas cette ligne véhicule et donc il va avoir quasiment 6,8% d'inflation de moins annuel pour 2021. Et donc c'est considérable comme différence d'appréciation entre les gens qui vivent en ville sans voiture avec des transports en commun et des gens et des couples qui vivent et des foyers qui vivent à la campagne et qui ont besoin de 2 voitures pour se déplacer et pour aller travailler. Alors regardez, ça c'est un article de Capital, d'accord, capital.fr, les pénuries continuent de faire grimper les prix des voitures d'occasion, vous tapez ça, Capital, et vous allez tomber sur cet article, 25% en moyenne pour les voitures d'occasion sur 2021. Autre article très intéressant du Monde, avec des prix qui flambent depuis 10 ans, l'automobile redevient un produit de luxe, Le taux de ménage ayant acquis une voiture neuve dans l'année est tombé à 2,3% contre 7%. Je vous le dis autrement, vous avez 97,7% des Français qui n'ont pas acheté de voiture neuve cette année. Et vous avez que 2,3% des Français qui ont acheté une voiture neuve cette année. On était à 7% au milieu des années 90. C'est une chute considérable. Les gens ne peuvent plus s'acheter des voitures neuves. Et si vous ne pouvez plus vous acheter de voitures neuves, il y a de moins en moins de voitures, évidemment, d'occasion. Et vous avez un parc des voitures d'occasion, un parc qui diminue et un prix des voitures d'occasion qui s'envole.
la proportion de particuliers dans les immatriculations n'atteint pas plus de 45% des ventes. C'est-à-dire que quand vous avez 100 voitures qui sont vendues, il n'y a seulement que 45 voitures qui sont achetées par des particuliers, par vous, par moi. Le reste est acheté par des entreprises ou par des grands groupes de location. Contre 50% il y a seulement 5 ans, donc on a perdu 5 points en 5 ans. Et surtout 72% il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, j'étais déjà grand et on était au milieu des années 90. Et effectivement, beaucoup de gens achetaient leur voiture et très peu la louaient. Voilà, donc c'est quand même très intéressant ce basculement, ce changement. Mais le titre du Monde est tout à fait juste. L'automobile redevient un produit de luxe et vous avez en réalité de moins en moins de gens qui achètent des voitures et des voitures neuves. Et ça va poser un énorme problème à notre big des campagnards, que vous êtes en train de voir et que je vous ai montré là, 25% d'inflation sur le poste véhicule d'occasion, parce que notre campagnard qui gagne, dont le foyer gagne 2 700 € par mois, vous imaginez bien qu'il ne va pas acheter une voiture neuve à 45 000 € et encore moins une Tesla électrique à 120 000. D'accord ? Voilà, donc ça c'est même s'il y a un bonus écologique de 6 000 € qui est déduit, vous savez, des petits trucs en fin de pub là avec la petite voix qui parle pour caser les formules obligatoires. Et maintenant le big de notre citadin. Eh ben, le big de notre citadin, il va payer sa carte orange 75 € par mois. Ce qui veut dire que lui, il n'achète pas son train, il n'achète pas son métro, il n'achète pas son bus de la RATP. Donc, vous voyez, c'est une convention. Je n'ai pas fait une moyenne de toutes les cartes et abonnements à Rouen, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille. Bon, j'en sais rien. Donc, j'ai pris une convention parce que l'inflation, c'est toujours une convention et c'est toujours subjectif. Et j'ai dit, voilà, je prends Paris. La carte orange, le pass, la carte orange quand on était en francs, pour les plus anciens, oui, il y avait même des tickets verts, vous vous souvenez, les tickets jaunes, les tickets verts, et puis ils sont devenus blancs à la fin. Et tout ça, ça a été remplacé par le pass Navigo. Et donc le pass Navigo, eh bien globalement, le budget véhicule, il est à 0. Et oui, le budget véhicule, il est à 0 parce que notre citadin, on va postuler qu'il n'a pas de voiture. Alors quand il vit en banlieue, c'est évidemment pas tout à fait pareil. Mais quand on vit en banlieue proche ou dans Paris intramuros, de moins en moins ou de plus en plus de gens n'ont pas de voiture. Et donc, vous voyez bien que c'est une grosse part de l'inflation en moins pour nos foyers de citadins. En revanche, ils vont payer également un peu moins d'énergie, ils vont avoir une alimentation qui, elle, va être beaucoup plus chère, et ils vont avoir un logement qui, lui, va être également beaucoup plus cher et beaucoup moins grand. Voilà. Donc, en gros, le foyer à la campagne paye très cher son énergie, son transport, ses voitures, et il le paye de plus en plus cher. Et en ville, vous payez de plus en plus cher le logement de qualité, l'espace suffisamment vaste et l'alimentation qui est de plus en plus coûteuse pour les citadins, surtout si vous voulez une alimentation de qualité, où en plus c'est même compliqué d'aller faire ses courses, ou vous les faites livrer. Et donc tout ça est beaucoup plus coûteux en réalité. Donc on a des vraies différences, vous voyez, de typologie de budget. Je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est mal, vive la ville, vive la campagne ou l'inverse. C'est pas mon sujet que de juger. Moi, j'ai fait un choix qui est d'être dans une petite ville de 10 000 habitants. Donc, voilà, ça, c'est mon choix. Mais il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et donc, vous avez surtout un différentiel de budget, il n'a rien à voir. Donc l'année prochaine, je peux vous annoncer que pour nos amis citadins, l'inflation elle est de 3,06 cette année, et donc vous voyez qu'elle est relativement proche de l'inflation, notre big, notre baromètre d'inflation du grenier pour le citadin, à 3,06, c'est-à-dire globalement à 3%, il est extrêmement proche du baromètre de l'inflation de l'INSEE, et donc l'INSEE dit 2,8, et moi je dis 3,06, on est globalement dans l'épaisseur du trait sur les mêmes niveaux. On est globalement à peu près à 3% d'inflation, on est bien d'accord. Alors l'année prochaine, l'indice de révision des loyers va fortement augmenter, donc ça va être une petite souffrance et un petit couinement pour nos amis citadins sur des niveaux de logement qui sont déjà élevés. Et l'alimentation va considérablement augmenter également l'année prochaine, et sans doute moins chez les campagnards, pour qui c'est évidemment beaucoup plus facile
de trouver de l'alimentation pas chère. Le Navigo, c'est le all-inclusive du transport à Paris et en Ile-de-France. Et donc si je prends le Navigo all-inclusive où je vais partout, j'ai droit à toutes les zones en illimité, matin, midi et soir, je peux aller sniffer du métro, me serrer comme des sardines dans le RER à 8 h le matin à l'heure de pointe, à hauteur d'aisselle de mon voisin qui ne sait pas laver. Et avec la barre gluante, vous savez, la barre gluante sur laquelle vous accrochez votre main, elle glisse tellement tout le monde a transpiré dessus. Ah, c'est infect. Bien, bref, 75 € le all-inclusive du pass Navigo. Donc vous voyez, 75 € pour papa, maman qui travaillent tous les deux. Ça nous fait 150 € seulement de budget versus les 250 € d'essence plus les 600, les 850 € de budget transport pour notre foyer à la campagne. Donc 850 € pour notre big du campagnard versus 150 € pour notre big du citadin en termes de transport. Il n'y a pas photo, ça coûte beaucoup moins cher de se transporter en ville. En revanche, ça va vous coûter beaucoup plus cher en logement et vous allez quasiment avoir en logement le double, c'est-à-dire là où vous aviez un loyer de 700 € à la campagne, si vous habitez en ville et que vous avez un appartement familial dans le privé et que vous n'avez pas un HLM, vous êtes évidemment plutôt sur les bases de 1500 €. En synthèse, pour le citadin, eh bien évidemment, un logement beaucoup plus cher, une alimentation de qualité hors de prix et une qualité de vie qui n'est pas évidemment la même que celle à la campagne. Pour le campagnard, un coût du logement faible, un prix d'alimentation abordable et des déplacements qui, eux, deviennent complètement prohibitifs et qui sont à prix d'or, une qualité de vie meilleure et plus d'espace. Voilà, on n'a pas forcément tout. Politiquement, ne pas se focaliser sur le prix des carburants, c'est évidemment important le prix des carburants, mais aussi sur la disponibilité de véhicules d'occasion peu coûteux pour permettre aux gens de se déplacer, d'aller travailler. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez très peu d'entreprises qui, par exemple, vont avoir 50 bornes de rechargement pour recharger les 50 voitures électriques de la salariée. Ça n'existe pas. Et vous n'avez pas une seule entreprise de France, une seule PME dont les salariés vont venir travailler. Et ils sont 25 ou 30 ou 40 dans la société et ils vont venir travailler tous en voiture électrique. C'est pas vrai. Alors ça sera peut-être une solution, mais aujourd'hui, on n'a pas de voiture électrique très peu coûteuse d'occasion. Et donc, on a un vrai problème de mobilité dans les zones rurales, semi-rural, donc dans notre ruralité au sens large. Et c'est un problème, et je pense que les hommes politiques n'ont pas du tout encore cerné la gravité de la situation, non pas sur le prix du carburant, ils sont en retard d'une crise et ils sont en retard d'un mouvement qui est celui des Gilets jaunes, ils n'anticipent pas la gravité de la pénurie de véhicules d'occasion pas chers. Soit les véhicules d'occasion deviennent extrêmement chers, les 25% d'augmentation dont je vous ai parlé, et ce prix il augmente pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a une raréfaction des véhicules d'occasion, qui est une raréfaction structurelle. Il y a de moins en moins de véhicules neufs qui sont vendus, donc après de moins en moins de véhicules d'occasion. Et vous avez également des normes anti-pollution et les nouveaux contrôles techniques qui sont arrivés au moment d'ailleurs de la crise des Gilets jaunes et qui continuent à retirer des vieux véhicules du marché. Alors c'est super évidemment, et c'est génial pour les particules fines et la qualité de l'air, mais en revanche, ça va nous poser un problème phénoménal de mobilité pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc on va arriver à une immense démission, à une raréfaction des gens qui vont aller travailler, parce que tout simplement, travailler ne va plus être rentable versus les minima sociaux, les logements sociaux, etc. Donc, c'est ce que j'appelle la grande démission. Elle a déjà commencé et les gens vont arrêter de jouer tout simplement parce que c'est pas rentable. Voilà, c'est pas rentable. Alors évidemment, pour les gagnants de la Startup Nation, l'inflation, c'est pas un problème. Quand vous gagnez 15 000 € net par mois, bon, écoutez, si vous avez le prix du caviar qui augmente de 30%, et ma foi, au lieu de manger 1 kg de caviar cette année, vous n'en mangerez que 500 grammes. Au lieu de partir 4 fois en week-end à Copacabana en classe business, vous ne partirez qu'une fois. Donc l'inflation n'est pas trop un problème pour les gens qui ont beaucoup d'argent. En revanche, évidemment, pour notre big pauvre campagnard ou notre big pauvres citadins, là, la situation, elle est beaucoup plus compliquée parce que vous voyez bien que quand on regarde les budgets des gens, globalement, on est effectivement entre
0 et 100 euros maximum de disponibles sur des budgets qui sont tendus. Donc on a un vrai problème avec l'inflation et donc évidemment un danger social majeur. Alors il y a une ministresse, Agnès Pannier-Runacher, qui a choqué à gauche avec sa réponse à une retraitée. Et la petite dame qui était là, elle témoignait de ses difficultés à se chauffer. Donc ce que ne sait pas Madame la ministre Pannier-Runacher, c'est que vous avez des millions de Français qui ne se chauffent pas. Voilà. D'accord ? La réalité, c'est que les gens, ils ne se chauffent pas, ils ne se chauffent plus. Et vous pouvez toujours leur expliquer qu'ils ont droit à des aides pour changer le système de chauffage. Mais les gens, ils n'ont pas les moyens, quand vous avez 50 euros, 30 euros éventuellement de mou, ils n'ont pas forcément les moyens d'avancer de l'argent. Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un reste à charge. Quand bien même, comme le disait tout à fait justement Agnès Pannier-Runacher, si vous investissez dans un nouveau système de chauffage, au lieu de dépenser 200 euros, vous n'en dépenserez que 150, ça vous fait 50 euros d'économiser tous les mois, 50 euros d'économiser tous les mois par an, ça vous fait 600 euros d'économie, et donc vous allez rentabiliser votre investissement en 10 ans, et ça s'appelle le ROI, le Return on Investment, ouais, super. Mais la petite dame là, elle est à 8 euros près en fait par mois, donc il ne s'agit pas de lui parler de ROI. Et la petite famille qui va avoir besoin de 2 véhicules et qui ne peut pas les remplacer parce qu'il n'y a plus de véhicules d'occasion pas chers, elle fait comment pour retourner au travail? La petite dame qui est caissière à 30 km de chez elle, comment elle fait pour retourner travailler? Et donc là, on est face à un danger social qui est majeur. Et donc, il va falloir trouver des dispositifs. Donc, soit vous encadrez des prix, soit vous faites ce que fait une association que j'aime beaucoup dans ma ville, qui a une auto-école sociale et qui surtout est capable d'accompagner à la mobilité des gens qui n'ont pas les moyens justement d'acheter une voiture avec des locations de voitures sociales. D'accord ? Donc, ce sont des locations de voitures à prix vraiment ras des pâquerettes, donc premier modèle, petite voiture, ok. Et donc, on loue la voiture, enfin l'association loue la voiture à 60-70 euros par mois. Donc, soit vous avez ce genre de choses qui sont un peu institutionnalisées, soit sinon nous allons vers un problème économique majeur, et donc notamment les gens qui vont arrêter de travailler, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas dépenser 800 euros par mois pour acheter 2 véhicules, pour faire le plein, etc., etc. Donc à un moment donné, on reste chez soi, on demande un HLM et on vit des minima sociaux. Et soit dit en passant, on ne va pas se fatiguer au boulot. Donc ça, c'est quand même extrêmement important d'avoir tout ça en tête. Et puis évidemment, on continuera à travailler ce baromètre de l'inflation du grenier pour essayer de bien comprendre, de bien cerner et de bien maîtriser la réalité et aussi les impacts sociaux, économiques évidemment, mais sociaux et politiques que ça peut avoir. Je vous rappelle le dossier stratégie du mois de janvier, comment se préparer à la crise financière et placer son argent en 2022, qui est disponible dans vos espaces de téléchargement, dans vos espaces lecteurs. Et puis vous pouvez évidemment vous abonner si vous souhaitez soutenir mon travail et cette chaîne gratuite. D'ailleurs, pour soutenir, un petit pouce bleu de Schtroumpf pour dire que c'était chouette. Vous partagez cette vidéo sans modération, bien évidemment. Vous vous inscrivez à la newsletter, la lettre d'information quotidienne du site insolentiae.com si vous le souhaitez. Vous pouvez même sur insolentiae.com/boutique vous abonner à la lettre stratégique que j'évoquais. Que vous dire d'autre? J'avais autre chose à vous dire. C'était quoi? Je ne sais plus. Eh bien, ça ne devait pas être très important. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Merci pour votre attention. On surveille l'inflation tous ensemble. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Vous prenez bien soin de vous. Vraiment zénitude, zénitude. Je sais qu'il y en a plein qui sont furieux parce que maintenant il faut se piquer tous les 4 mois, mais bon voilà, zen. On ouvre encore nos chakras, on se focalise sur l'inflation, c'est très intéressant.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas, vous m'envoyez à charles@insolenciae.com les courriers d'augmentation. Et donc comme ça va alimenter une petite base de données. Et puis régulièrement, eh bien, je vous en parlerai de nos bigs, de nos gros baromètres d'inflation du grenier. C'est l'économie réelle, c'est l'économie vue de la vraie vie. Et je pense que c'est important de réintroduire vraiment, non pas des concepts immenses en économie, mais justement des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus basiques, beaucoup plus pragmatiques. Et on voit bien que on ne peut pas traiter l'inflation de la même manière quand on est à la campagne, en ville. Et d'ailleurs, et c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure, vous remarquerez que les petites villes moyennes se portent très très bien et que les gens vont plutôt dans les petites villes moyennes, on va dire entre 10 et 50 000 habitants. Et justement, pourquoi? Parce que vous avez à la fois des petits centres-villes, une mobilité qui est très facile, peu de kilomètres à parcourir, vous avez même des transports en commun dans ces petites villes. Donc ça vous permet d'avoir et les avantages d'une forme de ruralité par rapport aux grandes villes, un immobilier pas cher, beaucoup plus d'espace, une qualité de vie bien meilleure. Et d'un autre côté, vous évitez les écueils, évidemment, du grand isolement ou du grand éloignement qui coûte extrêmement cher en frais de transport et donc en inflation de transport pour nos concitoyens, nos petits rats des champs, à comparer aux rats des villes, la fameuse fable de La Fontaine. Merci les amis pour votre attention. Merci, merci. Et à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Salut.